Imagine, tu navigues le long de la côte argentine et là, sur la plage, un géant. Ça paraît lunaire, non? Et pourtant, c'est le début d'un mythe qui a fasciné l'Europe pendant plus de 250 ans. C'est ici que la flotte de Magellan passera l'hiver. Un jour, un bruit brise la monotonie du vent et des vagues. Tu lèves alors les yeux, un géant. Il fait face à l'océan, complètement nu. L'homme danse, chante et saute en se couvrant la tête de sable et de poussière. Magellan envoie alors un marin à sa rencontre. L'Européen imite les gestes du géant, lui montrant son amitié. Rassuré, l'Autochtone suit l'homme jusqu'au reste de la flotte. Devant les Européens, le Patagon, apeuré, lève le doigt vers le ciel. Il croit que vous venez des cieux, d'un autre monde. Il est si grand que les Européens lui arrivent à la taille. Et pour nouer de bonnes relations, Magellan lui donne à manger et à boire. Lorsqu'il mange, les Espagnols lui tendent un miroir. Apeuré par son reflet, le géant recule brusquement et fait tomber 3 à 4 des marins. Avant de le renvoyer sur le rivage, le capitaine lui offre des cadeaux. Après cette rencontre, d'autres autochtones viennent voir les Européens. Tous étaient des géants. Et à l'image du premier géant, ils se mettent à pointer le ciel du doigt à la vue des Espagnols. Cette fois encore, les Européens offrent des cadeaux à ceux qu'ils nomment les Patagons. Plusieurs Espagnols partent alors chasser avec ces mystérieux géants. Et à leur retour, l'un d'eux se fait baptiser et renommer Juan. Ce géant impressionne particulièrement les Espagnols pour deux choses. Premièrement, il avait une voix terriblement forte. Et deuxièmement, à chacun de ses sauts, il s'enfonçait dans la terre. Pour les Espagnols, une chose est claire. L'Europe doit voir ces géants de ses propres yeux. Alors Magellan ordonne de donner encore plus de cadeaux aux locaux afin d'en faire enchaîner 2. Après que 2 des leurs se sont fait enchaîner, les Patagons comprennent et rugissent de colère. Un affrontement éclate alors. Dans les combats, un Espagnol est tué par flèche. Les Européens sont impuissants car les géants courent plus vite qu'un cheval. Quant aux 2 captifs, ils meurent durant la traversée du Pacifique. Ainsi, seul un récit racontant ce qui va devenir le mythe des géants patagons arrive à la cour du roi d'Espagne en 1522. 4 ans plus tard, le mythe se répand dans toute l'Europe. La cause ? Une carte du cartographe de la Casa de Contratación. Ici, le cartographe a pour mission de définir précisément les possessions espagnoles, portugaises et françaises des Amériques. C'est du sérieux. Et il se trouve que le cartographe dessine des géants à l'extrémité sud du continent américain. Il nomme cette terre Tierra de Patagones, la terre des Patagons, en hommage au nom que Magellan leur a donné. Et juste sous la figure de l'Européen, à gauche des 2 géants, le cartographe ajoute la mention Gigantum Regio, la région des géants. Cette carte, c'est un peu la fabrication de la preuve. Genre quand tu regardes une carte actuelle, tu vas pas te dire « c'est sûr, le cartographe, il ment ». Si tu te le dis, bah j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'es un complotiste. Donc il y a 500 ans, il faisait comme toi et moi, il se disait aussi « c'est clairement la vérité ». Bon, maintenant que le mythe est accepté, qu'il est sur les cartes, faut le faire perdurer. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin des années 1580. On a le corsaire et pirate anglais Thomas Cavendish qui confirme les dires de Pigafetta. Lui aussi a vu des géants en Patagonie. Cette fois, il mesurait entre 15 à 16 empans de haut. Un empan, c'est ça. En gros, il mesurait entre 3 mètres et 3 mètres 20. Par contre, on va pas se mentir, je sais pas comment il a fait pour calculer sans s'en prendre une. Et en plus, on en parle ou pas de la bancalité de l'outil de mesure ? À la toute fin du XVIe siècle, le mythe gagne les Provinces-Unies. Le navigateur Sebald de Werth raconte avoir vu des hommes mesurant entre 3 mètres et 3 mètres 70. Il les décrit comme ayant la peau rougeâtre et les cheveux longs. Olivier van Noort, un autre navigateur néerlandais, se contente de les décrire comme étant d'un aspect terrible et de très haute stature. Et si on le croit, c'est grâce à l'autorité de son voyage. Et ouais, être le premier néerlandais à avoir fait le tour du monde, ça aide. Alors l'imaginaire collectif des Provinces-Unies est convaincu, le sud du continent américain est peuplé de géants. 15 ans plus tard, l'expédition de Schouten et Lemaire trouvent ce qu'ils affirment être une évidence archéologique. Lors de leur escale à Puerto Deseado, ils trouvent des cairns funéraires. En s'y introduisant, ils découvrent des os appartenant à des hommes mesurant entre 3 mètres et 3 mètres 30. 2 ans après la découverte archéologique, c'est au tour du navigateur Joris van Spielbergen de raconter avoir vu un homme d'une stature gigantesque. Le navigateur raconte que son expédition traversait le détroit lorsqu'ils ont vu sur les hauteurs la silhouette d'un homme. Pour Spielbergen, aucun doute n'est possible, c'était un géant. Bon, là si t'es comme moi, tu dois sûrement te dire, mais ils ont cru des gars juste parce qu'ils leur ont dit. T'inquiète, c'est vrai. Promis, on y vient bientôt à pourquoi est-ce qu'ils les croyaient, mais oublie pas qu'on s'est déjà tous dit « Non mais si elle a pas encore répondu, c'est sûrement qu'elle est occupée quoi ». En 1628, le mythe des géants s'effrite une première fois. L'expédition menée par Francis Drake fait escale à Puerto San Julián. Contrairement à Magellan, Drake ne décrit pas des géants. Il mentionne que les plus grands des Anglais font la même taille que les plus grands des Patagons. Ainsi, durant 38 ans, le mythe des géants se dissipe. Pourtant, le mythe est loin d'avoir dit son dernier mot. En 1766, le HMS Dolphin rentre en Grande-Bretagne avec une nouvelle qui va faire renaître la légende. Les hommes ont rencontré des géants.
les autochtones des côtes de la Patagonie mesurent près de 3 mètres. L'équipage va jusqu'à dire qu'ils diminuent la grandeur réelle des géants plutôt que de l'exagérer. Si l'Angleterre s'emballe du retour des géants argentins, de l'autre côté de la Manche, la conclusion des navigateurs est tout autre. Bougainville nous transmet que les Patagons mesurent en réalité entre 1,73 m et 1,90 m. Le naturaliste de l'expédition va encore plus loin en avançant qu'ils sont juste un peu plus grands que nous, rien de plus. Cependant, la fièvre des géants du HMS Dolphin a déjà contaminé le public. Bougainville doit donc rétablir la vérité. En gros, il doit prouver qu'il a vu les mêmes autochtones que les Anglais. En 1773, Hawksworth ancre une méthode scientifique. Il mesure et compare la taille réelle des individus. La version officielle du HMS Dolphin invalide la version de 1766. Les chiffres ne mentent pas, ceux qu'on appelle les Patagons mesurent en réalité entre 1,80 m et 2 mètres. Et qui d'autre qu'un certain Darwin pour infliger le coup de grâce au mythe des géants. Darwin explique que leur taille paraît plus grande qu'elle ne l'est réellement. Ceci est dû au grand manteau de guanaco qu'ils portent, à leur silhouette massive et à leur chevelure. Perso, je vois pas comment une chevelure peut te faire paraître plus grande, à moins que tu te coiffes comme ça. Il arrive à une conclusion semblable à celle de Bougainville et Hawksworth. Les autochtones mesurent en moyenne 1,80 m. Si le mythe meurt avec l'expédition du HMS Beagle, il y a plusieurs questions qui restent sans réponse. Déjà, pourquoi on a cru qu'il y avait des géants en Patagonie? Ces géants sont en réalité les Tehuelches. Par contre, on peut pas dire que c'est un seul peuple puisque sous Tehuelches, on a regroupé plusieurs peuples de la Pampa et de Patagonie. C'était des peuples nomades qui vivaient de la chasse et de la cueillette. Aujourd'hui, ils n'ont pas disparu mais sont devenus majoritairement sédentaires dans les villes et villages de Patagonie actuelle. Et la particularité de ces peuples, c'est qu'ils mesuraient en moyenne 1,80 m. Bon, on est d'accord, pour toi et moi, rien de choquant. Sauf qu'en 1520, les Espagnols, ils mesuraient en moyenne 1,60 m à 1,70 m grand max. Et 10 cm, c'est énorme, ok? En plus de cette différence de taille, tu rajoutes qu'ils étaient très robustes. Donc t'as un mec en face de toi qui mesure 10 à 20 cm de plus que toi, qui est plus large d'épaule, et en plus, il a un menton en guanacho qui le fait paraître encore plus massif. En plus de tout ça, au XVIe siècle, l'imaginaire européen baigne dans les races monstrueuses. Dès le 1er siècle de notre ère, Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, mentionne des peuples étranges. Aux marges du monde connu vivaient des cynocéphales, des Siadopes, des Blémies. Au IVe siècle, Saint Augustin reprend ces récits et y ajoute la possibilité qu'ils descendent d'Adam. Au fil du temps, les encyclopédistes médiévaux recopient ces créatures comme des faits du monde. On retrouve ça dans le livre des merveilles du monde. Ce livre reprend directement les idées fantastiques de Pline l'Ancien. Il les relocalise en Inde, en Afrique ou encore en Asie, un peu comme l'avait fait Marco Polo pour les parties surnaturelles dans le dévisement du monde. Le livre des merveilles du monde est lu comme une semi-réalité, on y croit mais pas à 100%. On peut voir tout ça comme plus tu t'éloignes du monde connu, plus tu rencontres l'inhumain. Bah oui, viens on jette un coup d'œil sur la carte derrière moi. Cette carte elle date de 1513. Elle a été faite par un amiral et cartographe ottoman Piri Reis. Si on regarde bien sur l'Amérique du Sud, on y voit quoi? Des monstres. Donc tant du côté ottoman qu'européen, on retrouve cet imaginaire des races monstrueuses et distantes. En fait, ce qu'on voit autant sur la carte de Piri Reis que sur les autres cartes européennes et dans l'imaginaire collectif, c'est un déplacement du merveilleux. On est passé des régions éloignées d'Afrique et d'Asie durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, au Brésil et à l'Amérique du Sud à la Renaissance. Et par conséquent, ce discours des géants de Patagonie est accepté. Bah oui, si tu t'y attends car le bout du monde c'est forcément la terre des races monstrueuses, alors la Patagonie devient l'endroit parfait. Ok, maintenant on sait pourquoi le mythe a pris. Par contre, faut trouver pourquoi il a perduré si longtemps. Déjà, comme on vient de le voir, les monstres deviennent présents sur toutes les cartes. Ce qui va être important avec ces cartes, c'est que, de 1, elles sont considérées comme authentiques car ce sont des cartes d'État. De 2, généralement ces cartes sont issues et s'appuient des expéditions et récits des marins. Si tu veux les termes psychologiques, on est face à un biais d'autorité. On va croire à l'existence des géants car le capitaine de l'expédition en aurait vu et car c'est dessiné sur une carte officielle. En plus de ça, t'ajoutes qu'il y a d'autres capitaines qui confirment avoir vu des géants au même endroit. Donc si les seuls qui y sont vraiment allés en ont vu, ça doit être vrai. Sans oublier qu'en plus de tout ça, on assiste à une révolution au XVe siècle en Europe. En 1451, Gutenberg imprime le premier livre européen. Dès lors, son invention se répand partout en Europe. Désormais, les idées se propagent beaucoup plus rapidement. Et une fois imprimé, le mythe s'intègre durablement. L'avantage de l'imprimerie, c'est qu'on peut diffuser à plus grande échelle, plus rapidement et sans commettre d'erreurs de copie. On uniformise donc le savoir et favorise la diffusion des idées. Ainsi, le mythe des géants, grâce à l'imprimerie, s'insère dans le capital culturel européen. Et ce capital culturel est difficile à déconstruire. Le problème, c'est que la science va lentement et le mythe se propage extrêmement rapidement.
Et voilà, on arrive déjà à la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé. Et comme d'hab, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner et à commenter, ça m'aide à continuer mes vidéos. Prends soin de toi, des bisous et à la semaine prochaine, ciao ciao.